Il faut préciser la pertinence du recours à Machiavel pour l'explication de la doctrine socialiste chinoise. On a vu que Xi Jinping recourait à Ranfeizi, au Guanzi, aux auteurs légistes, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout et considérer Machiavel, que je mobilise ici, comme un Ranfeizi occidental ? Pour plagier la formule de Jean Lévy qui considérait Ranfeizi comme un Machiavel chinois. Alors, l'interprétation machiavélienne de la politique militaire chinoise peut se fonder sur la définition de la politique comme un art d'acquérir et de conserver le pouvoir, cette acquisition ayant d'abord été pensée comme une nécessité par Machiavel dans son discours sur la première décade de Tite-Live. Je vous renvoie à la deuxième partie, paragraphe 9. Même si Machiavel peut être aussi lu comme un penseur des conditions de la liberté au cœur des rapports de force. Pierre Manant commente ce point, qui est d'ailleurs essentiel dans la pensée de Machiavel. Je le cite, « Présent dès la première ligne de la dédicace, dès le titre du premier chapitre du Prince, le verbe acquistare, sous toutes ses formes actives et passives, parfois remplacé par le verbe occupare, fournit la base continue de l'œuvre, dit Pierre Manant dans son enquête sur la démocratie, page 292. J'en profite pour renvoyer d'ailleurs aussi à son article sur Machiavel dans le Dictionnaire de philosophie politique, au PUF en 1996. Alors, le préambule de la Constitution chinoise de 1982 rappelle les souvenirs douloureux qui confirme cette conception polémique ou agonistique, enfin violente de la politique, et Xi Jinping ne cesse de mettre en garde ses interlocuteurs internationaux, c'est-à-dire les puissances, les autres pays, contre les formes recyclées et modernisées de l'hégémonisme. Padao-zuofa en chinois, Padao-zuofa c'est l'hégémonisme, et il met aussi en garde contre le bellicisme, contre la tentation de la guerre. Le recours de Xi Jinping à des auteurs légistes peut se retourner en objection contre son pacifisme affiché. Le légisme a pu être compris comme un machiavélisme à la chinoise, on l'a dit tout à l'heure, et diabolisé par des sinologues tels que Jean Lévy comme une apologie plus ou moins esthétisée, spiritualisée, enfin hypocrite, de la conquête. Alors on peut dire que ce serait quand même assez injuste à l'égard de Machiavel, qu'on peut aussi considérer comme un penseur profondément républicain, qui croit non pas en l'idée que le pouvoir réside dans les moyens de contraindre ou d'empêcher, mais au contraire de canaliser ou d'orienter la liberté dans une forme de conflictualité permanente qui déboucherait sur des institutions qui peuvent le mieux contribuer à la préserver. Cette interprétation, qui pointe vers l'horizon d'une liberté comme équilibre, si vous voulez, des forces, continue cependant de penser la politique dans les limites de la conflictualité. C'est vrai que Machiavel puisse être spécialement dans ses discours un penseur de la liberté n'exclut pas, selon moi, qu'il la pense exclusivement à l'intérieur du modèle du rapport de pouvoir ou de domination. L'analyse de la République romaine, à l'apogée de sa puissance, que Machiavel développe dans ses discours sur la décade de Tite-Live, montre qu'il pense d'ailleurs la liberté comme une modalité particulière de ce type de rapport, dans lequel les forces s'équilibrent relativement, alors que le peuple et les grands sont dans une relation permanente de tumulte et de conflit. Donc ne caricaturons pas Machiavel, ne le simplifions pas, ne le réduisons pas aux penseurs cyniques qui voient ceux qui n'ont lu que Le Prince et qui n'ont encore lu que Le Prince sous un angle très particulier. Alors là, je m'en prends un petit peu à Jean Lévy, à cet auteur pourtant réputé d'une traduction autorisée du Tao du Prince, qui caractérise Ranfeizi comme un Machiavel chinois, je le disais tout à l'heure, en des termes qui posent problème. Si Machiavel et Ranfeizi ont certainement en commun de s'interroger sur les manières d'acquérir et d'exercer le pouvoir, en mobilisant pour illustrer leurs propos des exemples empruntés à l'histoire,
Cela suffit-il à faire de celui-ci, Ranfeizi, la version chinoise de celui-là? Deux raisons me semblent au contraire permettre de les opposer. D'abord, Ranfeizi s'adosse à une métaphysique taoïste, et qu'il l'ait comprise ou non, qu'il l'ait trahie, comme certains veulent bien le penser, ou simplement interprétée, puisque il y a débat sur ce sujet, il est clair qu'il y a pour lui un Tao, une voie, un ordre du monde. L'artifice de la pratique la plus efficace sera celui qui sera capable d'épouser et d'exploiter les lois de ce Tao, de cette voie, tandis que Machiavel, disons-le tout de suite, n'a besoin d'aucune métaphysique et se contente d'exhorter l'homme fort d'utiliser sa virtu, sa vertu, sa force, pour saisir la chance dans ce monde de hasard. On a chez Machiavel des références au hasard ou à la fortune qui sont assez récurrentes, en tout cas fondamentales, et je vous renvoie par exemple au discours sur la décade de Tite-Live 1, 2. Pour Machiavel, l'homme fort n'a qu'à se battre et à bousculer la fortune, comme il dit. Battre et bousculer la fortune, le hasard. Donc les métaphysiques sous-jacentes qui sous-tendent le légisme chinois d'un côté et la doctrine machiavélienne de l'autre sont très différentes. Mais une raison plus pratique justifie la distinction de Ranfeizi et de Machiavel. La vertu du prince légiste n'est pas la vertu, la virtu du prince machiavélien. Ici, la fin, le but, c'est la prise du pouvoir qui justifie les moyens. Et la morale peut être transgressée, mais la fin légiste de la politique est de maintenir le monde en ordre, et l'action du prince doit y intégrer la morale comme un moyen utile. Tandis que Machiavel invite le prince à jouer des apparences, en renard quand c'est utile, Ranfeizi invite le prince lui-même à respecter la loi, en écartant tout intérêt personnel, à ne viser que la pacification du monde et à s'appuyer sur le Tao. Qu'il ne lui faille pas se laisser arrêter par l'apparente immobilité d'une sévérité implacable, indispensable selon lui à l'efficace de la loi, ça ne signifie pas qu'il relativise l'immoralité ou la moralité, mais seulement qu'il ne doit pas s'interdire une violence contre les adversaires récalcitrants qui usent de violence contre lui, sous peine de perdre le pouvoir et de voir le monde retomber dans le chaos. Donc, il y a une différence subtile, si l'on veut, mais enfin tout de même bien réelle. Machiavel défend, du moins dans Le Prince, un relativisme moral absolu au service d'un pragmatisme, au service de l'ambition du prince. Ranfeizi, lui, défend l'idée morale d'un ordre naturel absolu auquel les stratégies du prince doivent s'ajuster. Ranfeizi distingue la violence et l'immoralité, l'immoralité des préjugés ou des préférences subjectives, et ne justifie la première, la violence, que si elle sert le but moral de l'ordre du Tao. On ne dira donc pas que chez Ranfeizi, la fin puisse justifier les moyens, mais que les moyens sont justes si ils servent une fin juste. Donc voilà, avant de conclure, que on ne peut pas très longtemps soutenir la thèse selon laquelle Ranfeizi serait un Machiavel chinois. Je voudrais tout de même préciser avant de conclure qu'on ne peut pas non plus insister encore, qu'on ne peut pas réduire Machiavel à l'interprétation cynique et immoralisante, comment le dire, qu'on en donne souvent dans les cours de philosophie, y compris à l'université. Le discours sur la première décade de Tite-Live exprime sans doute chez Machiavel un républicanisme qu'on oublie bien souvent, mais qui vient nuancer ce Machiavel cynique et violent qu'on peut déduire d'une certaine lecture du Prince. Machiavel est donc beaucoup plus ambigu, beaucoup plus complexe qu'on ne veut bien le dire. Je crois que c'est l'un des mérites de Pierre Manant que de l'avoir montré ou rappelé. Et je crois que s'il y a finalement une pertinence dans le recours, la référence à Machiavel pour expliquer la doctrine chinoise, c'est que l'un comme l'autre
sont des penseurs complexes des rapports entre le pouvoir et la puissance. Ils essaient de penser la puissance dans un monde qui est immédiatement gouverné par des rapports de pouvoir. Et ils nous disent qu'on ne peut pas penser la puissance sans commencer d'abord par tenir compte de cette réalité brutale, crue, des rapports de pouvoir. Mais il ne faut pas en rester là, y compris chez Machiavel, et c'est pourquoi je vous donnerai dès demain une nouvelle raison de relire Machiavel, une raison beaucoup plus profonde, de relire Machiavel en vue de mieux comprendre la doctrine socialiste chinoise. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, je vous donne simplement rendez-vous, et je vous souhaite une belle journée en attendant.